définir ce qu'on allait mettre sous l'objet système de production et activité, hein. Et donc, ce qui nous a paru être la principale activité, c'est la définition des références technico-économiques et la définition des niveaux de revenus qui correspondent à ces références technico-économiques. Donc, qui définit les références ? Donc on a parlé du dispositif de recherche-développement. C'est le premier truc qui vient à l'esprit, c'est de se dire c'est le rôle d'un dispositif de recherche-développement de fournir des références. Ensuite, quand on a creusé un peu, on s'est dit mais diable, les organisations professionnelles, elles sont auprès des producteurs, elles ont un rôle à jouer aussi dans l'élaboration des références. Ensuite, on s'est dit concrètement, si on veut avoir un dispositif de formation qui soit vraiment opérationnel et où les formateurs se servent effectivement de références qui sont obtenues dans les exploitations, il paraît très judicieux d'impliquer le dispositif de formation, les formateurs, les formateurs et les apprenants aussi, hein, dans la collecte de références et dans la définition de ces références technico-économiques. C'est-à-dire que par rapport à ce que Pierre Blaise avait présenté il y a 2 jours en se disant voilà, nous on a un dispositif de formation, mais le problème c'est que pour alimenter les contenus de formation, on manque de références. L'idée qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de se dire mais diable, c'est aux apprenants d'aller chez leur maître de stage, c'est aux formateurs qui suivent des jeunes qui ont suivi la formation d'aller élaborer des références à partir de ces réalités chez les maîtres de stage et chez les jeunes qui sont récemment insérés en milieu rural. Voilà. Donc il y a aussi le dispositif d'insertion, hein, qui suit les jeunes qui sont en train de s'insérer. Lui aussi, normalement, il devrait disposer de données sur les références technico-économiques. Voilà. Donc il y a tout un ensemble d'acteurs qui peuvent contribuer à cette élaboration des références. Alors par rapport à ces références, on a abordé un autre petit point qui était ce qu'on appelle dans les modélisations économiques qu'on fait souvent, les questions des seuils, hein, quel est le seuil de survie de l'exploitant, quel est le niveau de revenu qui permet de vivre d'une manière digne ou d'une manière confortable, ou voilà. Hein, et donc là aussi, il se pose la question de qui définit ces seuils-là qui permettent de raisonner par rapport au niveau de revenu. Hein, c'était une question importante qui a été posée. Enfin, dernier point qu'on a abordé par rapport à ce problème-là, c'est les outils de restitution, enfin les outils d'analyse et les outils de restitution des données dans ce domaine-là. Où là, je pense que les centres de formation ont un rôle important à jouer pour mettre au point des outils d'analyse et des outils de restitution qui soient parlants quand on a des publics de jeunes en formation. Voilà. Ensuite, sur le point formation. Sur le point formation, en fait, c'est un gros morceau parce que ça veut dire qu'on aborde quelque part toute la chaîne de la formation, depuis la construction du dispositif jusqu'à sa mise en œuvre, qu'on aborde la question de la formation initiale, mais qu'on aborde aussi la question de la formation continue. Et donc, du coup, on a passé beaucoup de temps sur ce point formation, je dirais, à le décomposer et à regarder la place des différents acteurs par rapport à chacune des opérations un peu élémentaires qu'on peut mettre sous la rubrique formation. Voilà. Ce qui a été souligné, c'est que sur l'aspect formation initiale des jeunes ruraux, on voulait souligner la responsabilité du jeune, la nécessité d'une phase de positionnement, qui sache à peu près vers où il veut aller. Voilà, et que donc on ne pouvait pas ne pas mettre une croix dans la case jeune. Ensuite, on a signalé l'utilité de faire des analyses du type de public, hein, d'identifier des besoins spécifiques et de faire de la formation de formateurs.
Donc on est sur des responsabilités au niveau des dispositifs de formation, on est sur des responsabilités en termes de politique publique. Voilà. Après, il peut aussi y avoir intervention des OP, intervention des organismes d'appui. Enfin, il y a toute une série d'intervenants qui sont susceptibles d'intervenir sur cette question de l'analyse des besoins, analyse du public, formation de formateurs. On a quasiment mis des croix un peu partout, hein. Je crois que la conclusion, c'était ça, c'est que sur cette ligne formation, en fait, on peut mettre des croix partout si on ne fait pas attention à bien serrer les choses. Ensuite, on a rappelé la nécessité de politiques publiques favorables. Voilà, importance des politiques publiques, avec un point qui a été souligné, c'est l'articulation entre les interventions ministère de l'Agriculture et les interventions ministère de la formation professionnelle, qui est une problématique qu'on retrouve quand même dans de très nombreux pays qui disposent des deux ministères, et avec ensuite, je dirais, des solutions plus ou moins en place ou à trouver sur l'articulation de l'intervention des deux ministères, hein. Ce matin, on a eu l'exposé sur Madagascar où effectivement, je dirais que la relation existe, le mode opératoire de travail a été trouvé, etc. On a beaucoup d'autres pays où en fait le dialogue n'existe pas et où on a en fait des ministères qui restent en concurrence. Autre point sur ces histoires de politique publique, c'est la question de la construction globale du dispositif de formation. Et du pilotage du dispositif de formation. Donc là, on est dans la sphère des politiques publiques, mais tout en étant dans la sphère des politiques publiques, les politiques publiques ne se définissent pas forcément uniquement par les pouvoirs publics, hein. Donc il y a les acteurs publics, mais il y a toute une série d'autres acteurs qui peuvent être associés à la définition des politiques publiques. Ensuite, autre point qu'on a abordé, c'est la construction des référentiels métiers, en particulier pour la formation initiale, et les référentiels d'activité, plus circonscrits, plus dans le cadre de la formation continue. Donc, question des référentiels métiers, là aussi, hein, je dirais que ça peut être une responsabilité partagée entre les dispositifs de formation et, je dirais, les autres intervenants qui viennent dans la formation, hein, puisqu'on peut être sur de la formation continue en réponse à des demandes d'OP, en réponse à des demandes d'entreprise, voilà, et donc dans ce cadre-là, on peut bien sûr avoir une association on a toujours intérêt à avoir une association des demandeurs à la construction des référentiels. Voilà. On a parlé aussi dans ces questions de référentiels de l'application des collectivités territoriales qui peuvent aussi participer à leur construction. On a discuté de l'adéquation des moyens par rapport aux objectifs. Quand on veut défendre un dispositif de formation, un type de formation, des durées de formation, des objectifs, etc., derrière, ça soulève la question des moyens, hein. Ce qui a été souligné lors de l'atelier, c'est qu'aujourd'hui, il est important qu'au niveau des pays, on ait une organisation du plaidoyer pour défendre les moyens nécessaires à la mise en œuvre des dispositifs, hein, défendre ces moyens auprès, je dirais, à la fois du ministère des Finances, parce qu'un certain nombre de pays ont des ressources et peuvent contribuer sur ressources propres à financer leurs dispositifs, et plaidoyer aussi auprès des bailleurs de fonds, si on envisage des contributions de bailleurs de fonds. Voilà. Enfin, on a parlé d'un domaine connexe qui est l'économie de la formation, où là, on se rend compte qu'on a besoin de références,
où on dit qu'il y a peu de choses qui sont claires en termes d'économie de la formation, et où on a souligné, je dirais, le besoin de progresser sur le plan méthodologique, hein, dans le domaine de l'économie de la formation, et de raisonner de manière pragmatique et de manière relativement exhaustive, c'est-à-dire en n'oubliant pas à la fois, je dirais, en économie de la formation, toutes les ressources qu'on doit mobiliser, et d'un autre côté, en fait, tous les contributeurs possibles au financement des dispositifs de formation. Voilà. Et on a souligné aussi la nécessité d'être pragmatique et de ne pas être dogmatique, hein, sur, je dirais, l'obligation de la participation du bénéficiaire, etc. Voilà. On a fait le tour pour la formation, je crois. Enfin, on a parlé du conseil information, où là, c'est pareil, on a essayé de séparer un peu de manière analytique. Première question, c'est qui fait l'analyse de la demande? Analyse de la demande, donc quel type de conseil fournir en milieu rural, et derrière, quel type de conseiller mettre en place pour dispenser ces conseils. Voilà, donc là, on peut avoir une large gamme d'intervenants qui répondent partiellement ou totalement à la question, hein. Quasiment, on peut mettre des croix partout, puisqu'en fait, on est sur une problématique large qui concerne énormément de monde. Ensuite, on est sur la mise en place de la réponse, hein, à ces besoins ou à ces demandes de conseil, avec, je dirais, la définition d'un cadre général national, où là on est plutôt encore dans la sphère des politiques publiques, hein, avec, comme tout à l'heure, politique publique qui veut dire définition par l'État, mais pas que par l'État, hein, l'État et ses partenaires. Ensuite, au niveau de la mise en place de la réponse, il y a la mise en place d'un dispositif de conseil, ou de dispositifs. Souvent, c'est dispositif au pluriel, hein, mise en place de dispositifs de conseil. Là aussi, beaucoup d'intervenants potentiels, hein, entre les dispositifs de formation, les entreprises, les OP, les ONG d'appui, ce que la recherche-développement peut apporter, etc. Hein, donc, multiplicité des acteurs. Ensuite, on a discuté un peu du problème de la formation des conseillers. Hein, quel dispositif de formation des conseillers? Donc là aussi, hein, on retrouve à peu près le même type la même variabilité des acteurs potentiels. Et dernière question qu'on a abordée dans le groupe, c'est celui du dispositif de financement du conseil, où là on est à la fois dans le domaine des politiques publiques et dans l'association des acteurs qui participent de ce conseil, hein, l'ensemble des acteurs qui participent peuvent être mobilisés autour de la question du financement du conseil. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le résumé de ce qu'on a discuté dans le groupe. Question complémentaire, avez-vous discuté de la dernière case là-bas? Nous. Nous? Nous? Non. C'est implicite dans tout ça, on va dire. D'accord, ok, merci. Alors, l'atelier numéro 2, donc, qui a travaillé sur alors, financement foncier, accès au marché et insertion professionnelle. Courage. Projetons.
Avons-nous encore une clé? Non, nous n'avons plus de clé. Avons-nous une clé? Parce qu'il y a le câble simplement. Oui, après, c'est les connexions. Oui. Oui, je commence alors. Oui. Voilà. Alors, nous, on a procédé acteur par acteur et thème par thème. Donc, premièrement, en ce qui concerne le financement, donc le jeune peut contribuer au financement. Il peut également rechercher des financements. Et il peut aussi s'organiser en OP qui va lui permettre d'accéder aux actions de facilitation des financements des OP. Ensuite, au niveau du dispositif de formation, donc il peut y avoir des formations à l'éducation, de l'éducation financière. En ce qui concerne le dispositif d'insertion, un appui à la recherche de financement, de la formation continue, toujours en ce qui concerne la recherche de financement et la gestion du financement. Au niveau des territoires, alors ce serait plutôt faciliter la mise en place d'institutions de microfinance et de l'installation du jeune. Voilà. Parle de la réglementation, en facilitant la réglementation, en sécurisant et en aménageant les infrastructures. En ce qui concerne les bailleurs peuvent soutenir financièrement, directement, faire du lobbying, se coordonner et aussi, voilà, donc faire du lobbying, donc impulser les politiques publiques pour qu'elles s'intéressent à cette question du financement. Au niveau des entreprises privées, elles peuvent aussi participer à financer les projets des jeunes, à également fournir des intrants. Et elles peuvent aussi servir de garantie auprès des IMF. Non? Ah, ça avait d'accord. Par exemple, s'il y a une contractualisation, on a imaginé que peut-être elles peuvent se porter garant auprès des IMF. En financement des chaînes de valeur, c'est le... Oui, voilà. C'est le principe qu'on utilise dans le financement des chaînes de valeur. Puis, en ce qui concerne les banques, donc elles peuvent développer des produits adaptés aux jeunes. Les ONG peuvent appuyer les jeunes à monter leurs projets pour accéder plus facilement au financement et les appuyer également dans la gestion de leur crédit. La recherche-développement peut faciliter donc, la recherche sur les produits financiers adaptés aux jeunes. Et nous on a... Pour financement foncier, accès au marché et insertion professionnelle, on a pensé qu'on pouvait donc échanger nos expériences et peut-être en consolidant le réseau à travers une plateforme, par exemple, qui pourrait peut-être s'appuyer sur l'expérience du réseau phare. Hein? Ah, est-ce que j'ai pas lu? Ah oui, également de quoi? De diffuser nos discussions, plaidoyer également. Alors, c'est bon? En ce qui concerne le foncier, le jeune peut rechercher du foncier. Le dispositif de formation peut donner des informations sur les conditions d'accès au foncier. Également impliquer les acteurs locaux et nationaux. Le dispositif d'insertion peut également aider et accompagner le jeune à la recherche de foncier, à la négociation du foncier.
Et on a pensé également à la mise en place de répertoires d'installation, donc sous la forme d'une base de données où serait en fait présenté le foncier disponible dans le territoire. Et à propos de ce répertoire, donc le territoire pourrait aussi avoir un rôle à jouer. En ce qui concerne les OP, on pensait que c'était à peu près la même chose que le dispositif d'insertion. Et en plus, l'OP peut mener un plaidoyer. Elle pourrait également utiliser des terres en fait, pour installer des porteurs de projets. Voilà. Au niveau du territoire, donc faciliter l'accès aux fonciers. Également, peut-être déclasser les forêts, certaines forêts. Faciliter les charges de gestion. Et on pensait que les autorités coutumières avaient un rôle important à jouer. En ce qui concerne les bailleurs, ils peuvent soutenir les réformes du foncier. Les entreprises privées susciter et aussi soutenir des réformes. Non ? Ah, j'ai oublié les politiques. Ah, pardon. Je suis trop collée à ma feuille. Les politiques susciter et soutenir des réformes. Les entreprises privées, on pensait qu'elles ont peut-être donc le moyen d'acheter des terres ou de louer des terres. Mais ça dépendait la force des entreprises privées à ce niveau dépendait des pays. Au niveau des ONG, un plaidoyer. La recherche et développement, la recherche sur la préservation du foncier, notamment. Voilà. En ce qui concerne maintenant l'accès au marché, les jeunes peuvent s'informer sur les différents débouchés, chercher des opportunités, réaliser des études de marché et mener des actions collectives. Le dispositif de formation doit en fait former à tout ça. Le dispositif d'insertion, il peut analyser le territoire et aider également le porteur de projet à faire des choix sur sa commercialisation. Les OP, en fait, on pensait que voilà, c'était un de leurs rôles principaux, d'aider à la commercialisation et donc d'organiser la commercialisation et réaliser de l'intermédiation commerciale. Le territoire peut créer des infrastructures et des structures de marché et également mettre en place des conditions incitatives. Le politique peut cadrer tout ça, protéger, encourager la consommation des produits locaux et également négocier au sein de l'OMC pour voilà, protéger la commercialisation des produits locaux. Les bailleurs peuvent participer au financement des infrastructures de commercialisation, de stockage, de conservation. Les entreprises privées garantir des débouchés, diminuer les délais de paiement, développer des systèmes de contractualisation juste, entre guillemets, et permettre également l'accès aux technologies de l'information et de la communication. Les banques et les IMF pourraient faciliter l'accès au marché parce qu'elles, je sais plus trop là. Elles pourraient faciliter la contractualisation. Donc peut-être que les entreprises privées seraient plus susceptibles de contractualiser, c'est ça ? Je sais plus, c'est la même. Oui, là, créer un partenariat, ouais, voilà. Ouais. Voilà. Voilà. En ce qui concerne, également peut-être le warrantage,
le varentage serait, voilà, les IMF pourraient faciliter le varentage. La recherche et développement pourrait donc rechercher des innovations, ce qui concerne notamment la transformation des produits, et réaliser des études de marché, des études prospectives également. En ce qui concerne l'insertion professionnelle, le jeune donc, peut rechercher activement un emploi, créer un emploi, développer son réseau professionnel. Le dispositif de formation peut l'aider donc, à développer son réseau professionnel et ses compétences, et notamment le former à la responsabilité professionnelle. Le dispositif d'insertion peut donc accompagner tout ça, donc accompagner la mise en réseau, orienter et également grâce à une bonne analyse territoriale, peut l'orienter vers des acteurs du territoire. Les OP donc peuvent donner une place importante aux jeunes à travers par exemple la formation de groupements de jeunes. Ils peuvent également accompagner les jeunes dans la mise en réseau professionnel. Voilà, permettre des rencontres, mettre en réseau. Voilà, je crois qu'on a tout. Et on a tout. On n'a pas tout, mais on s'est arrêté là. Non mais voilà, on a procédé acteur par acteur et du coup, ça fait énorme. Oui, voilà. Ouais. Mais bon, on a une bonne vision globale des différents éléments. Le troisième atelier. Oui. Merci au rapporteur de l'atelier. Alors, le dernier atelier, on n'a pas été aussi systématique et voilà, donc ça va être moins évident peut-être de restituer. Donc on a réfléchi autour de 3 thématiques, donc celle de l'insertion sociale. La première question qu'on s'est posée, en fait, c'était la diversité en fait, des jeunes et du coup l'importance d'un diagnostic fin à la fois sur l'environnement social des jeunes, la place des femmes, la place relative des cadets et des aînés, la place des femmes, mais alors avec la question du mariage aussi, hein, jeune fille ou femme, c'est pas la même chose non plus. La place des populations exogènes au milieu, en incluant dans cette catégorie aussi ceux qui ont été déconnectés par un passage à la ville. L'importance aussi dans ce diagnostic fin de l'environnement social de voir la complémentarité intergénérationnelle et ce que les aînés, les plus jeunes peuvent s'apporter les uns les autres. Ensuite, on a vu que le rôle des OP pouvait être dans la promotion des jeunes, donc de toutes ces différentes catégories. La mise en place au sein des OP d'un espace spécifique pour les jeunes et également la mise en place ça a déjà été dit, hein, les réseaux de jeunes et des OP spécifiques aux jeunes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ? Voilà. Alors, tout l'enjeu, c'était en fait de définir une vision sociétale partagée. C'est pour ça qu'on a fait un peu des croix dans tous les sens. On n'a pas réussi à mettre chacun dans une case parce qu'on considère justement que l'insertion sociale, c'est lié justement au croisement des visions des acteurs du territoire, des OP, des politiques, des jeunes eux-mêmes, et que c'est justement la difficulté de définir cette vision
partagée. Du coup, ça signifie qu'il faut mettre en place en fait des systèmes de négociation pour construire ce consensus autour de cette vision sociétale partagée. Et la question se pose du coup de savoir qui orchestre ce consensus, qui est légitime pour donner des orientations. On a vu donc avec quelquefois une légitimité un peu auto-déclarée, soit des politiques, soit des bailleurs de fonds, soit du mélange des deux. Alors l'importance des ONG aussi avec leur connaissance du milieu et le rôle d'interface entre les acteurs qu'elles peuvent jouer. Et puis, alors, on se posait une grosse question, en fait, c'était comment est-ce qu'on alliait l'urgence démographique, qui correspondait peut-être plutôt à un agenda politique, avec le temps nécessaire, plus ou moins long, au diagnostic et à la mise en musique, en fait, des visions de l'ensemble des acteurs. Donc, on est resté plus sur des questions que sur des réponses. Ça, c'est un peu ce qu'on a discuté sur l'insertion sociale. Alors, avec un lien très fort avec tout ce qui est en fait insertion territoriale, l'importance en fait de cette insertion territoriale pour pouvoir faire des contre-propositions, être un contre-pouvoir. Pour pouvoir en fait se positionner par rapport à des volontés politiques nationales. Donc, donc on a vu que les territoires avaient vraiment un rôle clé. Avec en fait l'importance de leur rôle intégratif de l'ensemble des autres acteurs. Et là se repose encore la question de la légitimité dont on avait parlé. Le rôle des jeunes dans la décentralisation, quelle place ils ont au sein des collectivités territoriales actuellement. Les territoires qui ont aussi un rôle dans le fait de favoriser un environnement attrayant, qui correspondent aussi à la vision qu'ont les jeunes de ce qu'est un environnement attrayant, donc toute l'importance du dialogue. Et c'est important que tout ça se construise à l'échelle des territoires pour avoir en fait un temps d'avance sur les politiques nationales et pouvoir se poser pour pouvoir proposer en fait des modèles alternatifs à ce qui pourrait venir peut-être de plus haut. On a un petit peu discuté aussi du rôle du secteur privé dans l'insertion territoriale. Le secteur privé qui peut jouer un rôle dans la définition des référentiels, qui permet aussi de recruter les jeunes, de financer les jeunes. Ce qui a été dit par un autre groupe aussi, un rôle dans le fait de pouvoir consommer localement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, j'arrive plus à lire la dernière idée là, mais bon, je crois qu'en gros, j'ai déjà dû le dire. Et donc le dernier aspect qu'on a essayé d'évoquer, c'était les politiques publiques nationales. Donc toute la difficulté, c'est qu'en fait, on peut être dans des visions contradictoires en fait entre ce qui peut être développé au niveau des territoires et au niveau des politiques publiques. La question est de l'État. L'État peut être un arbitre, ça, éventuellement, mais qui fixe les règles? Et l'important, c'est justement que les règles soient fixées par l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est simplement avec ces conditions-là que, au niveau national, on pourrait accepter l'idée et la logique que le pilotage de l'insertion des jeunes se fasse
par les territoires et avec une implication forte des jeunes, et que ce ne soit pas simplement le rôle de l'État tout seul de décider tout ça. Et du coup, on peut avoir aussi des dichotomies entre les objectifs de sécurité alimentaire, de paix sociale qui viennent du niveau national, et puis des logiques plus locales, de développement local, avec des jeunes intégrés localement dans des systèmes. Et puis on posait la question aussi de la place que peuvent jouer les réseaux et les systèmes phares en place dans les politiques publiques, toujours avec cette histoire de légitimité en fait, des différents acteurs. On a terminé en essayant de se poser quel pouvait être le rôle de notre collectif là-dedans. Alors on a rejoint un peu la proposition faite par le groupe précédent, qui était en fait d'essayer de mettre à disposition déjà l'ensemble des réflexions, les conclusions qui vont être là. On se posait la question de est-ce qu'il fallait formaliser en fait ces actions sous forme d'un réseau. Alors est-ce que ça signifiait créer un réseau ou est-ce que c'était intégrer dans les réseaux existants une dimension assertion? Et puis il y avait une deuxième proposition qui était la mise en place de projets de recherche-développement pour mieux documenter et mieux mettre en œuvre en fait des actions dans ce sens-là, avec justement l'urgence l'équilibre entre le temps pour le diagnostic et l'urgence de l'action. Et l'importance d'intégrer à ces projets de recherche-développement les politiciens et les collectivités territoriales. Voilà. Chacune de ces petites cases pour essayer de creuser ce qu'il y a derrière. Par rapport aux différents éléments qui émergent dans la case nous, dans cette colonne nous. Ah, pardon. Peut-être juste revenir sur cette colonne du nous. Donc nous, en tant que collectif qui a travaillé pendant 3 jours. Donc là, trois éléments qui émergent. D'une part, ne pas perdre le travail qui a été fait. Donc, alors par rapport à ce point, donc je vous le disais, nous allons mettre en ligne les différents matériaux, les différents enregistrements aussi, et puis il va y avoir production d'actes du colloque sous une forme qui n'est pas encore définie, mais pour laquelle nous reviendrons vers vous pour essayer de voir quelle est la forme la plus appropriée. Une des choses que me disait Christian Fusilier ce matin en partant, la recommandation, c'est nous avons tous très peu de temps pour lire, donc faites court. Voilà. Donc, à voir sous quelle forme on peut produire des actes utilisables, effectivement, et efficaces pour continuer à soutenir la réflexion. Ensuite, peut-être le cœur des propositions, là, pour le nous, c'est continuer ce travail d'échange d'expérience entre praticiens, éventuellement en l'ouvrant aux chercheurs, avec la question d'un réseau. Alors, derrière cette idée de réseau, la question qui vient immédiatement, c'est créer un nouveau réseau, un réseau qui serait fait de toutes nos adresses e-mail mises en commun et avec une action construite autour d'échanges entre nous en tant que collectif, ou bien utiliser des réseaux existants. Donc le premier auquel nous avons pensé, c'est évidemment le réseau phare, mais d'autres réseaux ont été cités, Interréseau notamment, qui travaille sur ces problématiques, peut être mobilisé aussi. Donc là, la question est ouverte dans les différentes discussions et on peut peut-être avoir un bref échange là-dessus.
Et puis, troisième point, c'est la proposition par rapport aux éléments de production de connaissances sur ces différentes étapes de formation-insertion. Donc, il y a un certain nombre de points qui ont émergé là. Est-ce qu'un projet de recherche-développement, et en insistant bien sûr sur les deux termes, recherche-développement, peut être un outil intéressant, opérationnel pour faire avancer cette discussion, et en précisant bien évidemment là que c'est de la recherche-développement, donc associant un collectif d'acteurs qui définit le cahier des charges de la recherche et les produits attendus de cette recherche, avec toujours bien entendu aussi la difficulté de ce type d'action qui est les agendas qui sont souvent un peu plus longs pour la recherche et plus d'urgence pour le travail de développement. Donc, 3 grands points qui émergent. Est-ce que vous voulez réagir sur le second point en particulier? Est-ce que vous voulez réagir tout court avant que nous fassions la clôture? Plus personne n'a la force de réagir. Sauf Monsieur Folliot. Non, avant de partir sur le réseau, ça me paraît essentiel, extrêmement important que vous puissiez continuer à échanger et avoir un espace de débat et d'information. Seulement, je reste persuadé, disons, que créer un autre réseau, ça serait encore... il faut quelqu'un pour l'animer, il faut une logistique, il y a plein de problèmes derrière. Il me semble qu'actuellement, il y a un réseau et vous êtes complémentaires, et c'est complémentaire avec le réseau phare. Mais moi, il me semble que tout ce réseau-là, Interréseau, a quand même une audience énorme jusqu'à maintenant, et beaucoup de gens qui lisent Interréseau, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit d'ailleurs, que ceux-mêmes qu'ils affichent. Et ces gens-là, à partir de là, il faudra avoir un portail spécifique d'Interréseau sur ces problèmes-là. Et rattaché d'ailleurs, enfin bon, je pense qu'il y a des liens entre Interréseau et le réseau phare aussi, de façon à ce que les gens qui sont dans la même lecture, disons, puissent aller plus loin. Parce que d'entrée, la population d'Interréseau est très importante. Même des internationaux, beaucoup d'internationaux lisent Interréseau aussi. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à pencher dans ce sens-là. Maintenant, c'est à vous de voir. Des réactions, Khadija? Je me demande si le rapporteur avait bien insisté sur ce point-là. Il était question dans les discussions, au lieu de créer peut-être un nouveau réseau, mais de s'adosser sur l'existant, peut-être de voir comment tenir compte des nouvelles préoccupations, insertion, installation. Je pense que le réseau phare avait été mentionné dans les discussions. C'était juste la précision. Est-ce que le président du réseau phare veut nous dire ce qu'il en pense? Est-ce qu'on a encore Interréseau avec nous? Non, Interréseau est parisien, donc... Ok, merci. J'évitais de prêcher pour ma chapelle, mais je voudrais être plutôt réaliste pour dire que nous sommes en train de faire, de passer d'une phase à une autre. Et d'une phase à une autre, on essaie de faire mieux certaines choses. Et on avait un penchant plaidoyer politique. Nous allons le garder, mais à partir de maintenant, nous voulons aussi avoir un grand pan expertise. Et toutes ces réflexions qu'on a faites aujourd'hui, c'est des expertises qui commencent à se constituer, à se mutualiser. Et nous pensons donc que c'est bienvenu pour que d'abord on élargisse la réflexion jusqu'à l'insertion. Elle n'avait pas été ciblée comme telle au début du réseau. Nous allons l'intégrer dans la seconde phase en tant que visée. Et nous pensons que cet atelier préfigure de ce que sera vraiment le réseau phare demain, un côté politique. Et on voit encore là-bas tout ce qui est mission politique, mais aussi un côté expertise, et une grande partie des choses qu'on a discutées fait partie de cette expertise. Et comme quelqu'un l'a dit, nous disposons d'un ensemble de ressources cognitives et même matérielles pour pouvoir réseauter. Eh bien, est-ce qu'on va encore on peut utiliser cet atout
et tout simplement faire des liens avec les autres réseaux, ce qui fait aussi partie de la seconde phase du réseau phare. Alors, je vais remercier tous les organisateurs de ce colloque-là et je vous remercie vraiment. J'ai eu la chance de participer. Dans notre action comme ONG au Liban, nous avions là peut-être mis plus d'importance à la formation de la femme et tout, mais là, avec ma participation à ce colloque-là, alors là, il y a plus une vision pour le futur, vraiment de travailler avec les jeunes. Et là, j'ai vraiment profité des expériences que j'ai vues là pour être plus formelle, pour faire un plan d'action, plan de développement vraiment qui s'accentue sur les jeunes. Alors là, j'espère qu'on va rester en contact et vraiment profiter au plus long terme. Merci. Juste, ouais, je pense que le réseau phare et Interréseau, on peut tout à fait. Enfin, je pense que le réseau phare peut se rapprocher peut-être plus d'Interréseau pour plus d'interrelations et de visibilité aussi. Et d'un autre côté, je me dis aussi, bon, on n'en a pas trop parlé pendant le colloque, mais je me pose toujours la question de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, parce qu'on est très Afrique francophone là. Et enfin, en tout cas, pays francophones. Et je pense qu'effectivement, aussi au niveau des réseaux, il y a beaucoup de choses qui se passent sur, bon, je les connais mal, mais Anafé, Rue Forum, enfin voilà, tout, qui sans doute aussi se confrontent à ces questions. Et donc, je ne sais pas trop comment le faire, mais je pense que ce serait intéressant d'inclure ça aussi. Alors, on ne s'est pas concerté, mais ce que je voulais dire allait un petit peu dans ce sens-là. On a dit qu'il fallait être pragmatique aussi. Alors, je pense que le temps que tous ces interréseautages se fassent, il y a aussi des petites choses toutes simples. Alors, moi, ce que je voulais justement vous proposer, au niveau du FIDA, j'ai mis en place tout simplement une liste de diffusion d'informations sur l'emploi des jeunes, les jeunes dans le milieu rural, etc. Par contre, ce sera tous azimuts. Hein, donc le FIDA, on travaille dans tous les continents. Donc ça pourra arriver en français, en anglais, en espagnol, etc. Donc si ça vous intéresse, je peux éventuellement récupérer je peux vous envoyer un message et vous me dites si ça vous intéresse que je vous mette dessus ou pas. Et sinon, une invitation. Alors pour les anglophones, on organise le 19 juin prochain une conférence qui sera normalement en ligne sur les jeunes et l'accès au foncier. Donc je vous enverrai, ceux qui sont intéressés, je pourrais vous envoyer le lien et si vous êtes disponible, ça peut être intéressant. Il y aura des témoignages de l'Amérique latine, de l'Afrique de l'Est et du Sud aussi. Et puis régulièrement, là au niveau du FIDA, on a capitalisé pas mal de choses. On va essayer d'organiser des événements. Donc il y aura un événement aussi sur le financement des jeunes. Donc vous avez vu qu'on a mis quelques notes, mais il y en a beaucoup qui sont encore qui vont sortir dans les mois qui viennent. Donc je vous tiendrai au courant, sachant qu'il nous faut le temps ensuite pour les traduire dans les différentes langues. Mais voilà, si ça peut être le genre de choses qu'on peut faire. Bon, s'il n'y a plus d'autres réactions, non, je vais donner la parole à Jacques Maillet pour la clôture de notre colloque. Bon, je ne vais pas vous faire une synthèse des synthèses parce que là, je pense qu'on en a soufflé. Juste en 3 points, moi, j'avais un premier point pour... on s'était interrogé au départ sur le choix du thème du colloque. Est-ce que c'est bien choisi de travailler sur l'accompagnement à l'insertion des jeunes pour l'installation et en agriculture familiale? Je crois que la richesse des échanges que vous avez eus montre que cette thématique venait à point nommé et qu'il était important finalement de provoquer cette réunion inter-acteurs, inter-pays et que vous avez su en faire un événement important.
Le deuxième point, c'était que l'objectif de ce colloque, c'était de promouvoir un dialogue. Et je pense que la richesse des échanges que vous avez eus tout au long de ces 3 jours est la preuve, là encore, qu'il y avait une vraie volonté d'échanger sur les expériences très diverses que nous avons pu entendre, écouter, démontrer qu'il n'y avait pas de modèle idéal, mais qu'une complémentarité dans les approches pouvait être développée par les uns et les autres, et que donc vous pouviez en tirer chacun des éléments intéressants. Le deuxième point, c'était quoi de nouveau ? J'ai posé la question à certains d'entre vous durant ces journaux, finalement, qu'est-ce qui est nouveau dans ce qui est dit ? Et finalement, ce qu'on me disait, c'est qu'il n'y a rien de vraiment nouveau. Ce sont des éléments dont on a déjà entendu parler à gauche, à droite, mais ce qui est nouveau, c'est finalement la confrontation qui a été mise en place et qui nous permet à chacun de tirer des éléments que nous allons pouvoir nous approprier. Et c'est ça la vraie nouveauté finalement, alors pour chacun finalement, dans la posture où on est en tant qu'acteur à des endroits différents. Il y a probablement des éléments nouveaux, même si dans la réalité, ces éléments étaient déjà plus ou moins connus, mais n'étaient pas organisés de façon à être accessibles à tous. Parmi ces éléments nouveaux, moi j'en citerai 4 qui m'ont été recités là aussi par certains d'entre vous. D'abord, le fait de mettre le jeune au centre des préoccupations. Moi, il me semblait que c'était quelque chose d'évident. Excusez-moi, je ne suis pas du tout de la partie, et il semblerait que ça ne soit pas le cas. Et donc, le fait de mettre ce jeune au cœur des projets, Madame El-Khoury le disait à l'instant, finalement, ça peut changer un petit peu la façon de voir les choses, et c'est un élément qui est important. Le deuxième, c'était la notion de processus et de trajectoire autour d'un projet. Donc on ne part pas uniquement sur un projet, mais on part bien dans une idée de dynamique dans le temps, de dynamique spatiale, avec un accompagnement qui n'est pas seulement la mise à un projet immédiat, mais avec sur le long terme, sur le moyen et le long terme, la perspective de comprendre ce qui se passe de manière à mieux retourner de façon itérative sur l'accompagnement, la formation qu'on doit mettre en place pour ces jeunes qui vont se lancer dans l'agriculture. Le troisième, c'était la valorisation du métier d'agriculteur. Là encore, c'est quelque chose qui peut paraître peut-être évident, mais j'ai entendu certains d'entre vous redire, finalement, oui, c'est quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé de façon si évidente. Et donc, le mettre au cœur de la réflexion, là aussi, c'est un enjeu pour nous tous. Et enfin, le quatrième, c'est le lien entre l'individu et le collectif. On a beaucoup parlé du projet individuel, on a beaucoup parlé des OP, et on a vu que le lien entre individus et organisations professionnelles, ou entre individus qui pourraient réseauter, se mettre ensemble dans un groupement de jeunes agriculteurs, finalement n'était pas quelque chose qui allait de soi, et que ça devenait un élément là aussi important de la réussite de l'accompagnement à l'insertion de l'installation. Donc voilà, 4 points parmi d'autres qui ont été par les uns ou les autres, mis en avant comme des éléments de réflexion qui allaient leur permettre soit d'approcher de façon un peu nouvelle les expériences dans lesquelles ils étaient engagés, soit de renforcer la détermination dans la mise en place de leur processus. Enfin, pour terminer, que faire ? L'agenda. Donc, on a montré qu'il y avait tout un tas d'éléments qui ressortaient avec un tableau extrêmement compliqué. Donc, beaucoup de courage à ceux qui vont essayer d'utiliser pour en tirer les priorités des priorités. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait respecté effectivement les consignes initiales, mais volontairement parce que c'était peut-être difficile aussi de les suivre parfois. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est donc qu'il y a du pain sur la planche. Moi, j'insisterai là encore dans ces très nombreuses priorités sur quelques points qui peut-être ne sont pas complètement ressortis là, de nos échanges. Bon, évidemment, la capitalisation dont vous avez parlé, qui sera un élément important et qui permet de renforcer d'autres actions qui vont se faire ultérieurement. Notre ami Ababacar semble, le jeune dynamique du Sénégal, nous disait qu'il allait y avoir un congrès au mois de septembre, je crois, au Sénégal, et que ça l'intéressait que les résultats de ce forum-là soient utilisés pour appuyer la démarche qu'ils allaient lancer aussi dans leur réflexion au Sénégal. Donc voilà un exemple d'éléments rapidement utilisables de ce que vous avez fait aujourd'hui. Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne la formalisation. Donc ça a été souligné par Anne-Laure tout à l'heure aussi. Formalisation des méthodologies qui sont mises en place, formalisation du lien avec l'ensemble des acteurs, de leurs poids respectifs, des niveaux d'emboîtement dans la réflexion entre l'accompagnement de l'individu, l'accompagnement dans un collectif, l'accompagnement en lien avec les organisations professionnelles. Donc ces différents niveaux d'approche, ces échelles de travail sur lesquelles il me semble qu'il y a encore pas mal de
conceptualisation à faire et qui peut être un objet intéressant de recherche-développement. Le quatrième point sur lequel j'insisterai, c'est l'importance du changement d'échelle. Vous l'avez évoqué à plusieurs fois avec le terme de massification. Là aussi, il me semble qu'en termes de recherche, passer d'expériences qui s'adressent toujours à des nombres restreints, même si on va traiter de plusieurs milliers d'individus dans AFOP par exemple, à une expérience qui va s'étendre à 10 000, à 20 000 ou plus, c'est pas du tout la même chose. Donc quels sont les impacts en termes d'organisation, en termes de financement, en termes d'appui politique, en termes de visibilité de tout ce qui va se faire. Donc là, ce sont des enjeux qui sont évidemment très très importants. Et il me semble que là aussi, il y a une piste d'action qu'il faut reprendre de façon collective. Et enfin, le dernier point sur lequel j'insisterai en termes de construction d'agenda, c'est la dimension d'accompagnement sud-sud. Ça a été évoqué par certains à différents moments. Comment peut-on prendre appui sur les expériences déjà existantes pour lancer d'autres expériences, et notamment en échangeant, en ayant de la mobilité entre les expériences qui sont vécues au sud. On a parlé de Madagascar et de AFOP au Cameroun comme des éléments un peu majeurs dans les expériences, mais nos camarades guinéens donc disaient nous, ça nous intéresse d'aller voir et de nous appuyer sur ces expériences-là. Je pense que Côte d'Ivoire aussi a été évoqué ce matin comme un élément qui avait eu une histoire intéressante. Bon, voilà, comment jouer cette mobilité et cet appui interpays. Alors probablement le réseau phare peut avoir un rôle important là-dedans, mais il y a peut-être d'autres modalités de travail en interaction. Et ça me semble aussi faire partir de la réflexion sur la construction d'un agenda. Pour terminer, en tant qu'écologue, moi je vous dirais que l'écosystème que nous avons formé pendant ces 3 jours me semble avoir bien fonctionné grâce à la diversité et à la complémentarité des jeunes pousses que nous avions dans l'espace, des jeunes et des moins jeunes, parce que là aussi dans un écosystème il faut qu'il y ait de tout, et avec des âges de plantes et d'arbres qui se remplacent, qui sont appelés à se remplacer, mais qui ont tous des rôles de facilitation, de compétition parfois, mais qui sont importants. Les flux d'énergie et les flux de nutriments pour la réflexion n'ont pas manqué et donc ont permis à notre écosystème d'être très riche et donc d'avoir une productivité particulièrement impressionnante. Bravo pour le taux de rendement. Avec différents niveaux d'intégration, il y a eu des interactions bilatérales, des interactions au niveau des ateliers, des interactions au niveau de l'ensemble du groupe qui ont bien fonctionné. Ça veut dire que l'écosystème était équilibré. Mais un équilibre, ça ne veut pas dire stabilité. Et moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que cet écosystème, on voit que c'est un vrai écosystème parce qu'il est évolutif, et qu'il y a toute une dimension d'adaptation et de sélection qui est en train de se faire. Les postures des uns et des autres, le premier jour, ne sont plus les mêmes au bout du 3e jour. Ça veut dire qu'on est dans un processus évolutif. Et donc ça, c'est la preuve que c'est quelque chose qui fonctionne et qui peut-être aura une certaine durabilité, on peut l'espérer. Une résilience aussi, parce qu'il peut y avoir des coups de boutoir qui vont faire changer le système de marche. Mais si on est capable de travailler dans le réseau et de revenir au cœur des préoccupations, l'écosystème à ce moment-là peut continuer à fonctionner. Voilà, donc je voulais terminer sur cette petite métaphore pour vous remercier tous, les intervenants, les organisateurs, l'équipe technique qui nous a accompagnés pendant toute cette partie, et avec un merci spécial à Edgar qui a assumé la partie technique, et à Liliane qui peut se lever parce que qui a passé de longues heures à tout organiser. Alors, il y a toujours des petits bugs, évidemment. On vous prie de nous en excuser. Mais je crois que globalement, quand même, ça a bien fonctionné. Et puis, je voulais terminer en remerciant Betty, qui a été quand même la cheville ouvrière. Voilà. Et chacun d'entre vous, en vous souhaitant un bon retour. Et maintenant, une poursuite en réseau.